Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier Mes'ad Boulos, haut conseiller du président américain, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République a également reçu la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal. Nous l'écouterons dans ce journal. Des vents violents souffleront aujourd'hui et demain sur plusieurs wilayas du pays. Cours suspendus, vols annulés et fermeture temporaire de l'ensemble des espaces forestiers et des parcs publics. La population est appelée à la prudence et au strict respect des consignes de sécurité en limitant les déplacements jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques. La première cargaison de minerai de fer extraite de la mine de Garage Billet a été transportée hier avec le lancement officiel des wagons de fret en direction de la wilaya de Béchar avant son acheminement vers la wilaya d'Oran. Une opération de sécurité menée en Espagne a révélé que le Maroc constitue la principale plaque tournante du transit de stupéfiants vers l'Europe. Ce réseau serait responsable de l'introduction d'environ 57 tonnes de cocaïne au cours de l'année écoulée. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier Mes'ad Boulos, haut conseiller du président américain, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. À l'issue de cette audience, le haut conseiller du président américain, Mes'ad Boulos, a réaffirmé l'engagement commun à renforcer la coopération, notamment en matière de promotion de la paix et de traitement des questions sécuritaires. Je vous propose de l'écouter. C'est pour moi un grand honneur de revenir en Algérie et de ressentir une nouvelle fois l'accueil chaleureux qui caractérise le peuple algérien. Je tiens également à exprimer ma gratitude au président Tebboune pour l'opportunité d'engager un nouvel échange riche et constructif. Avec le président Abdelmadjid Tebboune, nous avons réaffirmé notre engagement commun à renforcer notre coopération, notamment en matière de consolidation de la paix et de prise en charge des préoccupations sécuritaires et régionales. Nous avons également reconnu le potentiel considérable de l'élargissement de nos relations commerciales en nous appuyant sur les bases solides de la coopération économique entre nos deux pays. Préalablement à cette rencontre, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, afin de discuter de nos efforts conjoints en faveur de la paix et de la stabilité, y compris dans la région du Sahel. Nous avons également rencontré le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, M. Mohamed Arqab, pour explorer de nouvelles perspectives de partenariat commercial et examiner comment les États-Unis et l'Algérie peuvent œuvrer ensemble dans un esprit de bénéfice mutuel. Cette visite a renforcé ma confiance dans la solidité des relations algéro-américaines et dans notre engagement commun à bâtir un avenir plus pacifique et plus prospère pour nos deux pays et pour la région. Je vous remercie. Le président de la République a également reçu la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal. L'audience s'est déroulée en tête-à-tête avant d'être élargie par la suite à Boualem Boualem, directeur de cabinet de la présidence de la République, Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts, et Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques. Lors de sa déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Ségolène Royal a affirmé qu'il existe de nombreuses perspectives communes d'échange et de coopération, soulignant que la construction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir pour garantir la réussite des jeunes générations au regard des capacités dont dispose l'Algérie. Je vous invite à l'écouter. Je suis très honorée de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Je suis venue écouter et apprendre dans deux domaines, la créativité économique et la culture.
car l'association pour l'amitié entre la France et l'Algérie que je préside travaille depuis plus de 60 ans au développement du dialogue, de l'amitié, de l'échange, de la compréhension mutuelle et de la recherche de perspectives communes. Et justement pour construire des perspectives communes, et il y en a beaucoup, comme je le constate, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit le potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés et collaborateurs ici dans le pays, leur motivation, leur envie de créer et de réussir. C'est pourquoi la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir que nous avons d'abord envers les jeunes générations des deux rives, qui ne demandent qu'à développer ensemble leurs projets. Ségolène Royal a également affirmé que l'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée, mais aussi une histoire de lutte, de résistance et de destin entremêlés, appelant à mettre fin aux postures politiciennes et aux provocations de certains acteurs hostiles à l'avancée de l'Algérie. On écoute. L'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée, faite de domination, de violences indignes, mais aussi de lutte, de résistance, de destins mêlés, de familles construites entre les deux rives, de projets économiques et culturels communs, de partenariats et de potentiels trop souvent occultés ou méconnus que nous devons mettre en valeur. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Et moi, je respecte profondément cela. Et j'espère que les autorités françaises finiront aussi par respecter cette souveraineté nationale de l'Algérie. Certains ne veulent pas qu'elle réalise des projets d'excellence, comme elle est en train de le faire. C'est pourquoi l'amitié réparée entre nos pays et nos peuples doit se réaliser. Je le souhaite de tout mon cœur. Elle viendra, j'en suis sûre, pour libérer les envies de construire, de créer, de comprendre, d'inventer, bref, de construire des trajectoires de vie heureuses. Abattre les murs pour construire des passerelles de savoir et de respect par le dialogue. La mémoire n'est jamais une rente, ni une culpabilité héréditaire. C'est une vérité des blessures et des traumatismes qui doivent être nommés, réparés, excusés, sans je ne sais quelle contrepartie. Il s'agit de pouvoir construire ensemble plus jamais cela, justement pour regarder l'avenir. Et le premier geste que doit faire la France, qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives, et j'y mettrai toute ma force. D'abord les objets de l'émir Abdelkader et des autres personnalités algériennes. Ensuite, les ossements de tous les chouhadas, conservés au musée de l'Homme, afin de leur donner pour qu'ils soient honorablement inhumés, comme l'a dit le président M. Tebboune. Toutes les archives, ensuite, qui sont conservées à Aix-en-Provence et qui ont été pour partie numérisées et donc qui peuvent être rendues très rapidement. Le canon d'Alger, qui se trouve à Brest. Tout cela, c'est d'ailleurs la commission mixte Histoire et Mémoire qui l'a confirmé dans son rapport du 22 novembre 2023. Je veux y ajouter, parce que c'est un domaine que je connais bien, j'étais ministre de l'Énergie, je veux y ajouter les archives et le dossier complet sur les essais nucléaires dans le Sahara, afin de mesurer l'ampleur en effet des dégâts et les réparer. Je voudrais citer justement l'émir Abdelkader, qui a écrit ceci: « L'homme est grand par ce qu'il sait et noble par ce qu'il fait. » Je répète, l'homme est grand par ce qu'il sait et noble par ce qu'il fait. Et donc ce serait noblesse que de rendre au peuple algérien les objets qui lui appartiennent. C'est ce que je dirai au président Emmanuel Macron à mon retour pour l'inciter à agir en ce sens, comme d'ailleurs il l'avait dit au début de son quinquennat.
car la mémoire bien dite apaise, oblige et élève. Elle permet de construire le futur. C'est même en construisant le futur que l'on va changer le regard sur chacun de nos deux magnifiques pays. Ségolène Royal a également affirmé que les relations entre l'Algérie et la France peuvent devenir créatives et innovantes, portées par les nouvelles générations. Je vous propose de l'écouter. La relation entre nous peut devenir, j'en suis certaine, créatrice, enthousiaste, avec les générations qui vivent passionnément, qui innovent, avec les entreprises qui coopèrent pour les deux rives. Et quel plus beau rapprochement aussi que la culture. Je visiterai demain avec la ministre de la Culture, je la remercie, le musée Bastion 23, le musée Ali Lapointe. Et nous avons d'ailleurs évoqué des prochains événements culturels qui me donneront l'occasion de revenir et je m'en fais déjà une grande joie. Nous avons un destin commun parce que nous avons un patrimoine commun qui est la Méditerranée. Et donc nous avons des civilisations mêlées qui se nourrissent les unes les autres. Je voudrais terminer par cette belle pensée de l'Algérien Saint-Augustin, né à Tagaste, qui a écrit ceci: « La vérité est comme un lion, laisse-la libre, elle se défendra elle-même. » Alors, libérons la vérité de nos passés et construisons une nouvelle alliance par des projets communs d'égal à égal. Le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a rencontré la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, en marge de sa visite en Algérie. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération économique, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement des entreprises. À cette occasion, Ségolène Royal a exprimé la volonté d'adopter une approche constructive, tandis que Kamel Moula a insisté sur la nécessité de réponses concrètes et rapides aux priorités économiques nationales. Des vents violents pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h sont attendus aujourd'hui et demain dans plusieurs wilayas du pays. Un BMS a été émis par l'Office national de météorologie. Et pour plus d'informations, nous retrouvons notre journaliste Mejda Dahmoun en direct depuis l'Office national de la météorologie. Mejda, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle ? Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Alors oui, les vents forts ont déjà commencé à toucher l'ouest du pays, notamment la wilaya de Ain Timouchent, Marnia ou Tlemcen. Pour plus de précision, j'ai à mes côtés monsieur Sayah Boualem. Il est chargé de mission auprès de l'Office national de météorologie. Monsieur, que pouvez-vous nous dire plus sur l'évolution de la situation ? Donc effectivement, Météo Algérie a émis hier un bulletin météorologique spécial vent pratiquement sur l'ensemble des régions nord du pays. Et ce suite à une baisse sensible de la pression au niveau du bassin méditerranéen. Donc 994 est prévu à partir de cet après-midi du côté des îles Baleares. De l'autre côté, nous avons l'étalement de notre cyclone des Açores qui va jusqu'au sud des îles, plutôt de la péninsule ibérique. Donc cette configuration a généré un fort gradient de pression qui a conduit au renforcement des vents pratiquement sur l'ensemble des régions nord. Donc, Météo Algérie a mis sur vigilance rouge, 3e degré, quelques wilayas du centre et de l'est. Donc, les wilayas du centre à l'instar de la wilaya de Tipaza, la wilaya d'Alger, la wilaya de Tipaza et aussi Chlef et Ain Defla. Le bulletin, la vitesse de ce bulletin s'étend à partir de cette fin d'après-midi à 15h jusqu'à ce soir à 23h. Sur les régions de l'Est, pratiquement l'ensemble des régions côtières, les wilayas du Haut-Plateau ainsi que les wilayas des Auras. La validité du Subelta débute à partir de cette soirée à 19h jusqu'à demain jeudi à 1h du matin. Merci, monsieur. Nous vous remercions pour toutes ces précisions. Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions de l'évolution de la situation. Merci à vous, Mejda Dahmoun, pour toutes ces précisions, ainsi qu'à votre invité. Et en raison de ces conditions météorologiques, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de suspendre tous les cours à tous les paliers d'enseignement pour les 2 jours. La compagnie nationale Air Algérie a également annoncé l'annulation de plusieurs vols. Les autorités appellent à la prudence et recommandent d'éviter tout déplacement non essentiel. Les détails avec Walid Yousfi.
À Alger, la vie publique est à l'arrêt à cause des vents violents annoncés par l'Office national de météorologie qui a émis un BMS mettant en garde contre des rafales de vent très fortes pouvant atteindre des pics de 120 km/h et ce à partir de 14 heures. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la suppression des cours pour tous les paliers de l'enseignement aujourd'hui et demain dans les wilayas concernés. Les perturbations touchent également le transport aérien. Air Algérie a procédé, elle aussi, à l'annulation de plusieurs vols en raison des conditions météorologiques défavorables. Les passagers sont invités à vérifier le statut de leur vol et à se rapprocher des services commerciaux de la compagnie. À Alger, la wilaya a annoncé la fermeture temporaire de l'ensemble des espaces publics, notamment les parcs, jardins et zones forestières, en prévention des risques liés aux chutes d'arbres et aux objets emportés par le vent. La population est appelée à la prudence et au strict respect des consignes de sécurité en limitant les déplacements et en évitant les espaces ouverts jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques. Et face à ces vents violents, les services de la protection civile appellent à la vigilance. Nous sommes en ligne avec le sous-directeur des statistiques et de la communication au sein de la Direction générale de la protection civile, le commandant Nessim Bernaoui. Monsieur Nessim Bernaoui, bonjour. Pouvez-vous nous préciser quelles mesures sont mises en place et quelles recommandations vous adressez à la population? Bonjour, merci. Concernant les mesures qui ont été mises en place par la Direction générale de la protection civile, d'abord, ça fait presque une semaine que toutes nos équipes et nos unités spécialisées ou toutes les unités d'intervention sont mobilisées, sont en alerte maximale, notamment numéro 2. Donc, mobiliser les effectifs qu'il faut pour faire face à ce genre de situation. Surtout, notamment après limite de ce BMS des vents violents qui touchent presque plus de 40 wilayas. Donc, il y avait une grande acquisition d'énormes moyens pour faire face et aussi un travail de proximité, de sensibilisation, afin de rappeler les citoyens de la situation que va connaître l'ensemble des wilayas touchés. On sait quelles sont les mesures. Tout d'abord, les mesures principales, c'est mettre les citoyens à l'abri, éviter qu'ils seront plutôt victimes d'éventuels accidents, notamment enregistrés en ce genre de situation, notamment les chutes d'arbres, de palmeries, poteaux électriques, fils électriques et quelques effondrements partiels, notamment que ce soit des balcons ou des murs de vitus. Voilà, c'est-à-dire la situation où les citoyens peuvent être victimes. Et aussi, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises par les différentes structures, notamment, ça dit suspendre les études, c'est pour mettre à l'abri nos enfants ainsi une catégorie qui peut-être potentielle d'être victime, surtout minimiser les déplacements sauf pour nécessité, beaucoup plus pour les usagers de la route, et aussi quels sont les comportements adéquats et de réduire au maximum sa vitesse, de laisser une bonne distance de sécurité afin de pouvoir une bonne lecture de la route et surtout une réaction notamment aux s'arrêter lorsqu'il y a des obstacles, notamment chute d'arbres ou poteaux électriques ou bien de différents panneaux publicitaires ou d'autres panneaux. Et aussi pour les citoyens au niveau de leur domicile, de se fermer les volets et les persiennes avant d'éviter que les vitres se cassent. Et aussi fixer les objets qui sont au niveau du balcon, ou bien les faire entrer à la maison pour éviter aussi d'être cause de victimes des citoyens ou bien engendrer des blessures et non pas, c'est-à-dire se protéger sous les arbres, sous les poteaux, sous les balcons et murs vétustes, ainsi qu'aussi on a mis des conseils pour les professionnels au niveau des chantiers, notamment de sécuriser les engins utilisés, notamment au moment où il y a les vents, pour éviter d'autres accidents à l'intérieur des chantiers. Merci à vous, Monsieur Nessim Bernaoui, pour toutes ces informations. Dans l'actualité également, la première cargaison de minerai de fer extraite de la mine de Garage Billet a été transportée hier avec le lancement officiel des wagons de fer en direction de la wilaya de Béchar avant son acheminement vers la wilaya d'Oran. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, ainsi que de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des mines. La délégation ministérielle a également procédé à l'inauguration de la gare ferroviaire dédiée au transport des voyageurs à Garage Billet.
Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports. Il faut savoir que le réseau de la ligne ferroviaire est connecté. Le citoyen peut se rendre à partir de Gare Djbilet jusqu'à la capitale tunisienne, à partir de cette gare. La mine est entrée en service, les équipements sont en place, ainsi que les usines qui se trouvent tout au long de la ligne à partir de Gare Djbilet jusqu'à Oran. On remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de ce projet, sans oublier les citoyens qui étaient présents avec nous aujourd'hui, ainsi que les représentants de la société civile qui ont exprimé leur joie et leur interaction positive avec le projet. Tensions diplomatiques entre Alger et Paris. Le climat n'est pas à l'apaisement avec les nombreux messages haineux lancés par certains médias français contre l'Algérie. Ces mêmes médias qui offrent une tribune pour certaines figures politiques françaises, notamment d'extrême droite, en leur permettant de diffuser des propos racistes, xénophobes ou stigmatisants. Amira Safta. Dans le paysage médiatique français, l'Algérie revient souvent, mais rarement pour ce qu'elle est réellement. Sur les plateaux télévisés publics comme privés, certaines figures médiatiques sont régulièrement invitées pour parler d'immigration, de sécurité ou de mémoire coloniale. Des débats où l'Algérie devient une cible récurrente à travers des discours parfois stigmatisants et caricaturaux. Parmi ces personnalités, Éric Zemmour occupe une place centrale. Condamné à plusieurs reprises par la justice française pour incitation à la haine et injures racistes, il a longtemps bénéficié d'une exposition médiatique massive. Ces prises de position associent régulièrement immigration, Algérie et déclin national, dans une rhétorique désormais bien connue. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration. Et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Certains médias français n'informent plus. Ils stigmatisent, désignent des boucs émissaires et nourrissent jour après jour un climat de rejet et de peur. Sous couvert de débat, de liberté d'expression ou de parler vrai, les mêmes mécanismes se répètent. Faits divers montés en épingle, amalgame constant entre immigration et criminalité, soupçons généralisés à l'égard de toute une communauté. Bref, un système orienté vers la fabrication de l'ennemi intérieur. Les médias deviennent des acteurs politiques au service de l'exclusion. Résultat, la haine anti-musulmane en France est aujourd'hui un phénomène massif. 66% des musulmans ayant subi des comportements racistes ces 5 dernières années, les actes islamophobes ont quant à eux augmenté de 72% en un an. Pourtant, des voix plus mesurées, comme celle de Jean-Michel Apathy, se sont vues censurées, limitées ou moins sollicitées malgré leurs expériences et leur approche factuelle. Ce constat met en lumière un biais. Certains discours, parfois extrêmes ou xénophobes, trouvent une tribune répétée, alors que des voix pondées sont écartées. Dans les médias privés, notamment sur certaines chaînes d'information, cette ligne éditoriale est assumée. Plateau homogène, débat orienté, vocabulaire anxiogène, le problème est également présent dans les médias publics, censés incarner le pluralisme et la rigueur. À force, des discours historiquement portés par l'extrême droite s'érigent en opinion. La stigmatisation devient débat et l'Algérie, un sujet à charge. La question est aujourd'hui éthique et démocratique. Il s'agit de revenir aux bases. Informer sans stigmatiser, débattre sans humilier et éviter que l'information ne devienne une arme dans une société française qui se replie et se déchire. ها هو خوتي الدري قطعوا له رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Une opération de sécurité menée en Espagne, ciblant un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue par voie maritime, a révélé que le Maroc constitue la principale plaque tournante du transit de stupéfiants vers l'Europe. Ce réseau serait responsable de l'introduction d'environ 57 tonnes de cocaïne au cours de l'année écoulée. Maïssa Le Bouhla. Une opération de sécurité d'envergure a permis le démantèlement d'un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de cocaïne. Selon les résultats de l'enquête, cette organisation s'appuyait de manière centrale sur les côtes marocaines, utilisées comme un point de départ et de transit principal vers le continent européen. Des routes maritimes bien connues, une surveillance quasi inexistante et des moyens logistiques sophistiqués. C'est dans ce contexte que le réseau opérait. Des embarcations rapides, équipées de moteurs de forte puissance et lourdement chargées de cocaïne, quittent les côtes marocaines sans être inquiétés. Les radars espagnols ont toutefois détecté des mouvements inhabituels en pleine mer, déclenchant une intervention rapide des unités spécialisées. L'opération a conduit à l'arrestation de plus de 100 membres du réseau et à la saisie de plus de 10 tonnes de cocaïne. Les forces de sécurité ont également mis la main sur des dizaines de navires et de véhicules, des armes à feu, des drones, des centaines de téléphones cryptés, ainsi que d'importantes sommes d'argent liquide. Un arsenal logistique dont la valeur dépasse plusieurs millions d'euros révèle l'ampleur du trafic. Mais l'élément le plus préoccupant réside dans les conclusions de l'enquête qui font état de la présence de coordinateurs sur le territoire marocain. Les quantités saisies, la régularité des itinéraires et la structuration du réseau indiquent une réalité plus profonde, celle d'une politique de laxisme systématique ayant transformé les côtes marocaines en plateforme fonctionnelle du narcotrafic transcontinental, faisant du Marzen un acteur impliqué dans une menace majeure pour la sécurité régionale. Sport à présent, la sélection algérienne masculine de handball a composté son billet pour les demi-finales en battant son homologue angolaise sur le score de 27-22 en match comptant pour la deuxième et dernière journée du groupe 1 du tour principal de la 27e édition du championnat d'Afrique des Nations CAN 2026 disputé hier à Kigali. Les meilleurs athlètes algériens de l'année 2025, lauréats du sondage APS organisé auprès de la presse nationale, ont été honorés hier à Alger. Chez les dames, la championne du monde de gymnastique Kaylia Nemour n'a laissé aucune place au suspense en obtenant 27 voix sur 28. Chez les messieurs, le vice-champion du monde du 800 mètres, Jamel Sejati, a dominé le vote. Badia Amarni. Fidèle à sa tradition, l'agence Presse Service a organisé son sondage pour élire les meilleurs sportifs de l'année 2025. Ainsi donc, Jamel Sejati, vice-champion du monde du 800 mètres, a fait l'unanimité auprès des organes de presse participants et a été élu meilleur athlète 2025 chez les hommes. Chez les femmes, c'est la championne du monde en gymnastique Kaylia Nemour qui a raflé le premier prix. C'est un honneur pour moi d'être élu meilleur sportif algérien. Cela va m'encourager pour les prochains rendez-vous internationaux. Très contente et honorée d'avoir remporté ce troisième titre ce soir. C'est toujours un beau moment passé ensemble et ça montre encore une fois de plus tout le soutien que je reçois et merci beaucoup. En handisport, Safia Jalal, championne mondiale paralympique et record mondial du lancer de poids, a été également élue meilleure sportive 2025. De même qu'Ouelid Farhah, champion du monde de lancer de club paralympique, élu également meilleur sportif de 2025. Nous, les personnes aux besoins spécifiques, sommes toujours motivés et nous hisserons toujours notre drapeau partout ici, à l'étranger et dans les grandes compétitions sportives. Cette distinction nous encourage à nous préparer encore pour les prochaines compétitions mondiales. Inch'Allah, عندنا 2027 champion du monde, Inch'Allah. Le kayakiste Wassim Boukazoula a été désigné meilleur espoir sportif de l'année 2025. Cette reconnaissance sera un véritable booster pour ce jeune talent. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. À très vite.